Alors bonjour à tous. On va commencer donc le webinaire sur le BIM et le jumeau numérique vers une conception et une exploitation optimisée des infrastructures. Donc merci à tous pour votre présence. Ce webinaire sera scindé en deux parties. Il y aura une première partie d'environ 40 minutes de présentation des intervenants et puis ensuite 15 minutes pour une session questions-réponses. Tout au long du webinaire, vous aurez à disposition trois onglets. Un onglet discussion qui servira de chat entre les participants. L'onglet lever la main si vous souhaitez lever la main lors de la session questions-réponses. Et puis l'onglet questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions. Au programme aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, le secteur des travaux publics aujourd'hui connaît une transformation, une profonde transformation en raison des enjeux croissants d'optimisation, de performance, de durabilité. Et donc dans ce contexte, l'intégration des outils numériques, en particulier du BIM et du jumeau numérique, finalement redéfinit la manière de concevoir, de gérer, d'exploiter les infrastructures. Et donc ces approches qui sont encore récentes pour beaucoup d'acteurs offrent de nouvelles perspectives. On a une meilleure coordination entre les intervenants, une vision globale, par exemple aussi des projets, et puis une gestion aussi qui est plus durable au niveau des ouvrages. Donc l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de permettre de comprendre concrètement ces évolutions et puis d'en mesurer aussi les bénéfices à travers à la fois des présentations pédagogiques pour clarifier les concepts et leurs usages. Donc c'est notamment Aurélie Talon, maître de conférence et responsable du master spécialisé GPBIM au sein de Polytech Clermont qui fera cette présentation. Des retours d'expérience d'acteurs impliqués dans le déploiement du BIM et du jumeau numérique, avec un état des lieux du CETU, avec Florent Robert dans le domaine des ouvrages souterrains, donc qui est responsable des activités institutionnelles et de la transformation numérique. Et enfin, un cas concret, donc le projet Twin de Colas, illustré par une démonstration. Donc ce sera Maud Guizol, directrice BIM et SIM Group au sein de Colas, qui vous présentera ce projet, et puis Matteo Dor Radkov qui vous fera une démonstration. Je laisse donc la main à Aurélie, qui va donc replacer les concepts liés, enfin clés du BIM et du jumeau numérique dans leur contexte en précisant les définitions, les usages, les enjeux et puis leur complémentarité. Très bien, merci. Hop, du- peux-tu me passer la main éventuellement? Oui, Oui, très pardon. bien, Excuse-moi. pas de souci. Alors, je ne peux plus te passer la main, ça ne me le propose plus. Ok, là, Voilà, je éventuellement, t'ai là c'est bon? approuvé. Super, très bien. Ah, Ça ne veut pas, je suis désolée. La souris ne veut pas du tout. Bon, sinon, si ça te va, je peux je passer ferai un le petit slide. signe, en effet. Oui. Très bien, parfait. Donc, bonjour à toutes et tous, merci. Donc, en effet, nous allons passer sur une définition du BIM. Alors, BIM, en termes de normalisation, c'est maintenant vraiment Building Information Modeling. Et en fait, il y a eu, pendant un certain nombre d'années aussi, bien plusieurs termes associés au M, et ce qui permet en fait simplement aussi de décrire quels vont être l'ensemble des concepts et des éléments qui sont associés justement à cette démarche de travail collaborative. Donc le M pour l'aspect modèle, c'est-à-dire la maquette numérique avec un ensemble d'informations embarquées, modeling pour utiliser cette maquette numérique justement pour pouvoir faire des simulations, des tests et ainsi de suite, et la partie management vraiment pour voir du coup comment collaborer autour de cette maquette numérique et pour pouvoir répondre à l'ensemble des usages de l'ensemble des acteurs de la construction. Si tu peux. Alors, pour obtenir le modèle en lui-même, on a voilà, une représentation ici des différentes étapes. Donc, dans un premier temps, si c'est un objet physique réel qui existe déjà, eh bien, on peut faire du relevé à partir ben, notamment du lidar ou d'un scanner 3D. Ensuite, eh bien, on peut aller à la création de cette maquette numérique, cette fois-ci, donc soit en utilisant les outils qui existent
de lidar ou de scanner, ou autrement se baser soit sur des bibliothèques d'objets qui existent déjà chez les éditeurs de logiciels, ou autrement créer soi-même ces objets de manière paramétrique, par une modélisation paramétrique, ce qui permet d'avoir des objets paramétriques pour ensuite, ben, le modèle correspond à un ensemble d'assemblage de ces modèles paramétriques. Et ce modèle numérique est partageable. Et là, vous avez quelques exemples de logiciels que l'on considère donc comme étant des logiciels de modélisation. Ensuite, eh bien, il y a un certain nombre de LOX, parce que plusieurs niveaux de détail. Donc, on a des niveaux de le LOD qui signifie à la fois le niveau de détail. Donc, comme vous voyez sur la partie gauche des transparents, on peut avoir le niveau 0 où on va avoir vraiment une description assez globale jusqu'au niveau 4 où on va pouvoir rentrer vraiment dans une description très fine du niveau de détail. Et ce niveau de détail géométrique, on va pouvoir le choisir justement ben, par rapport aux besoins et éventuellement à la phase de projet dans laquelle on est. Après, on a le LOI correspondant au niveau d'information, c'est-à-dire pour chacun des objets paramétriques, on va pouvoir déterminer quels sont les paramètres dont on a besoin pour décrire concrètement l'ensemble de ces objets. Ensuite, le LOD signifie également le niveau de documentation, c'est-à-dire qu'on peut avoir soit tout décrit dans la maquette, soit éventuellement faire référence à un ensemble de documents. C'est par exemple, eh bien, ça peut être le contrat d'entretien pour une chaudière, ça peut être des descriptifs aussi de chacun de ces objets-là. Et après, le LOIN, donc point, c'est le niveau d'information nécessaire dont on peut avoir besoin. Et donc là, ça va être une description justement ben, du client, du maître d'ouvrage, pour savoir quelles informations il a besoin. Est-ce que c'est des niveaux représentés sur la maquette? Est-ce que c'est des informations complémentaires? Est-ce que c'est des documents complémentaires? Merci. Du coup, pour la partie, maintenant, si on passe à la partie modeling, c'est l'utilisation de cette maquette numérique avec l'ensemble des informations, donc l'aspect 3D, mais surtout les informations contenues pour un usage métier. Donc là, vous avez la liste de quelques-uns de ces usages-là, comme de la simulation numérique, notamment ben, en dimensionnement de structure aussi pour pouvoir faire ce dimensionnement de structure, la quantification du chiffrage pour, ben, plutôt en conduit de travaux pour connaître les différents matériaux nécessaires, les différentes quantités de main-d'œuvre aussi, et ainsi de suite. De la planification de chantier, de la prévision de la maintenance aussi, si on est plus en phase exploitation-maintenance. Et c'est ce qui correspond aux notions de cas d'usage. Et là, vous avez justement quelques exemples de logiciels de simulation et de suivi d'exploitation-maintenance, comme Plaxis, Robo, SIA, qui vont être plutôt sur du dimensionnement de structure, Navisworks, Kernel, qui vont plutôt être justement sur de la planification, et Cart Software, par exemple, pour de la prévision de la maintenance. Merci. Ensuite, pour la partie management, eh bien, tout l'intérêt, ça va être de savoir ben, où est-ce qu'on peut stocker cette information, comment est-ce qu'on peut la gérer, partager avec des droits de partage qui peuvent être différents en fonction des différents acteurs. Une vérification de la conformité des maquettes aussi avec ben, tout le système dans un processus classique de validation aussi de l'ensemble des documents et un contrôle de l'avancement du projet. Et pour ça, du coup, il y a la notion de Common Data Environment, c'est-à-dire une plateforme collaborative où on va pouvoir justement gérer l'ensemble de ce suivi de projet. Là, vous avez quelques exemples de plateformes collaboratives. Alors, et du coup, eh bien, du coup, la notion de partage aussi de l'ensemble de ces informations, tout l'intérêt, ça va être pour nous de faire de l'open beam, c'est-à-dire de ne pas être forcément associé à un éditeur de logiciel particulier, mais vraiment de pouvoir faire en sorte de pouvoir partager l'ensemble des maquettes, des informations contenues dans ces maquettes, et d'où vient la notion d'interopérabilité. Donc c'est justement ces échanges d'informations via un format d'échange commun. Ce format d'échange commun, c'est l'ISC, qui est porté par Building Smart, et tout l'intérêt de ce partage d'informations en OpenBeam, c'est que ça va pouvoir être vu et partagé à l'aide de visionneuses. C'est-à-dire que les informations sont consultables gratuitement, avec éventuellement des compléments qui peuvent être payants en fonction des éditeurs de logiciels, mais ça va être plus pour faire de la quantification ou de l'assemblage de maquettes ou ce genre de choses. Et donc, en opposition, on a le closed beam qui permet du coup de l'échange de maquettes, mais en restant sur le même éditeur de logiciel ou éventuellement en faisant appel à des plugins qui permettent du coup justement de lire les informations provenant d'un autre éditeur de logiciel. En termes de normalisation et de standardisation, là, du coup, les organismes en charge de la normalisation, eh bien, en France, l'AFNOR, le CEN, l'ISO, du coup, au niveau européen, et puis là, vous avez donc l'ensemble, un certain nombre des normes
fondamentale, on va dire, par rapport au BIM, qui s'intéresse tant au processus de travail qu'à la terminologie et aux données. Et puis toute la partie standardisation qui est assurée par Building Smart International avec le volet français également. Et donc vous retrouvez ici l'IFC, le format d'échange commun, et vous avez quelques notions complémentaires telles que IDS, OpenCDE et BCF. Et on va voir dans les transparents suivants justement à quoi ça correspond dans ce processus d'échange collaboratif. Merci. Du coup, l'IFC pour Industry Foundation Classes, dans un premier temps, c'est définir un certain nombre d'objets. Et ces objets, ils sont définis par rapport à leurs caractéristiques, à leur façon d'être décrits. C'est-à-dire que là, vous avez quelques exemples justement d'objets paramétriques pour, par exemple, les murs, les fenêtres, les planchers, et ainsi de suite. Au-delà de ces objets, on va pouvoir définir aussi avec l'IFC, sur le transparent suivant, du coup, merci, les relations entre objets. C'est-à-dire que, ben, par exemple, un mur qui va être un IFC wall, on va avoir un percement avec une ouverture, ce qui va nous permettre justement, quand on fait des quantifications, eh bien, de pouvoir, quand on va récupérer la quantité de béton, par exemple, de ce mur-là, eh bien, ça va soustraire automatiquement l'ouverture et donc le volume correspondant à cette ouverture. Et puis après, on va venir mettre du remplissage comme une fenêtre, par exemple, et tout l'intérêt, c'est que ça va s'adapter en comprenant que du coup c'est quelque chose qui est inclus dans le mur, ça va pouvoir s'adapter en termes de dimensionnement également et du coup le mur va changer en fonction de si on change les paramètres de dimension de cette fenêtre. Le format d'IFC a évolué au cours du temps. On a commencé avec l'IFC 2X en 2000 jusqu'à maintenant l'IFC 4X3. Et puis ces différents formats sont normalisés, comme vous pouvez voir les références aux normes sur la partie droite de l'écran. Et donc l'IFC 2X3 est celui qui est mis en évidence sur ce transparent dans la mesure où c'est celui qui fonctionne le mieux en termes d'échange sur les différents logiciels existants actuellement, sachant qu'il y a des développements et différentes évolutions aussi de prise en compte de d'autres types d'ouvrages, du coup, en fonction de l'évolution de ces différents formats. Alors, pour revenir justement sur ces différentes notions d'IFC, IDS et ainsi de suite, alors l'IFC, c'est celui qui va permettre donc de créer vraiment cette base de données à travers la maquette numérique. On a aussi une phase de validation, puisque du coup, BuildXmart a défini également un certain nombre de garanties, en fait, des fiches techniques qui permettent de dire, eh bien, tel logiciel produit bien de l'IFC et est bien validé par rapport aux attentes que l'on peut avoir de description de chacun des objets par rapport à ce format-là. Ensuite, eh bien, du coup, hop, pardon, pas tout à fait fini, excusez-moi, merci. Du coup, les IDS qui se basent également sur le BSDD qui correspond à la bibliothèque des IFC, qui va permettre de définir quels sont ce qui est attendu si on est plutôt gestionnaire, plutôt architecte, plutôt ingénieur, ainsi de suite, quels sont les différents prérequis qu'on peut avoir justement par ce qu'on peut attendre par rapport aux IFC. Donc ça va être une extraction des différents paramètres des IFC. Le BCF, ça va permettre un petit peu comme un post-it éventuellement, où on mettrait les différentes informations qu'il faut modifier sur une maquette ou dans le process de travail. Eh bien, ça, c'est sous format numérique. Du coup, on a ce BCF. Et CDE, du coup, c'est pour l'environnement commun de données pour pouvoir partager justement l'ensemble de cette maquette. Très bien. Donc maintenant, si on passe à la partie jumeaux numériques pour voir la complémentarité qu'on peut avoir par rapport à ces notions de BIM sur le transparent suivant. Du coup, très bien. Alors, du coup, le BIM, on est sur une représentation, alors associée soit à des bâtiments, soit à des infrastructures, et on a le modèle, l'ouvrage conçu, et on a l'ouvrage construit, ce qui va nous permettre justement d'obtenir le DOE tel que construit des ouvrages réalisés. Et le jumeau numérique, on va ajouter à ça, en fait, l'ensemble des informations qu'on peut avoir en direct, qu'on peut récupérer par des capteurs, et ainsi de suite, pour pouvoir faire la gestion en, en phase d'exploitation de ces ouvrages, de cette construction. On définit quatre niveaux en fait de jumeaux numériques. On va avoir le jumeau numérique statique qui va correspondre plutôt à ce qu'on appelle le tel que construit, donc simplement une image de la réalité de manière virtuelle. Un niveau 2 où on va commencer à intégrer du coup l'ensemble des capteurs. Un niveau 3 communicant, c'est-à-dire qu'on peut avoir un aller-retour. Et le niveau 4, donc le jumeau interconnecté, où on va pouvoir avoir des allers-retours et en temps réel.
Ensuite, sur ce transparent et les travaux proposés par Monsieur Guittard en 2023, on voit tout l'intérêt du jumeau numérique et surtout les interactions qu'il y a à la fois avec l'utilisateur et le système réel. Et on considère un vrai jumeau numérique complet quand il y a des données de terrain qui sont disponibles, également un niveau de précision au niveau des informations, donc en temps réel, qui nous permet d'avoir une analyse vraiment pertinente et précise du système réel. Le jumeau numérique, on va fait appel à un certain nombre d'autres métiers parce que du coup, là, c'est justement la complémentarité qui a été étudiée par l'OPIEC en 2023 où ils ont justement référencé l'ensemble des métiers associés aux métiers pouvant générer du coup des jumeaux numériques. Donc, on va avoir toute la maquette numérique, le BIM et SIM pour City Information Modeling, qu'on appelle quelquefois maintenant GeoBIM, avec la gestion, exploitation, maintenance, l'intelligence artificielle, l'IoT avec les données connectées, le cloud, PLM, réalité virtuelle augmentée, l'interopérabilité, la simulation. Ensuite, le Digital Twin Construction en 2025 a proposé un tableau périodique des jumeaux numériques pour indiquer quels sont les différents usages que l'on peut faire des jumeaux numériques. Et si on passe sur le transparent suivant, du coup avec un détail vraiment, donc peut-être un petit peu plus difficile à lire compte tenu de la taille ici, mais voilà, vous pourrez retrouver justement l'ensemble des jumeaux numériques tels qu'ils ont pu tels qu'ils peuvent être imaginés et exister actuellement. Monsieur Bernard, en 2024, a également proposé cet état des lieux sur l'évolution des jumeaux numériques, en considérant qu'en 2025, on est justement sur l'aspect, la troisième phase, c'est-à-dire que initialement, on a une maquette physique avec un double physique, ensuite un modèle statique, puis une simulation depuis 2020, et donc en 2025, vraiment des prédictions, c'est-à-dire qu'on va utiliser le jumeau numérique pour pouvoir prédire ce qui va se passer dans la réalité. Ensuite, la quatrième phase, ce serait une aide à la décision et vraiment une phase de pilotage, notamment basée sur l'intelligence artificielle pour les jumeaux autonomes en cinquième phase. Les concepts qui vont être liés à ça, ça va être nécessairement la cybersécurité, parce que quand on a un jumeau numérique, la plupart du temps, c'est stocké sur des bases de données, et donc forcément qui sont connectées à Internet. Donc voilà, à faire attention, où sont les serveurs, ainsi de suite, toute la sécurité qui peut être associée à tout ça pour garantir la fiabilité des données. Big data, puisque vu qu'on récupère énormément de données de la part des capteurs, eh bien, il va falloir traiter l'ensemble de ces données, et une des solutions peut être justement l'intelligence artificielle. Là, vous avez du coup, simplement pour voir les grands domaines qu'il peut y avoir sur l'intelligence artificielle, tant le côté machine learning, donc apprendre analyser l'ensemble de ces données pour pouvoir prédire des choses, l'interprétation du langage aussi, de la parole, de la vision. Voilà, on ne va pas forcément rentrer dans le détail par rapport à ça. Et puis du coup, c'est le France Numérique qui a indiquer les 5 usages potentiels que peut avoir le secteur de la construction par rapport à l'IA, tels que de la veille réglementaire, de l'analyse des grandes quantités de données, l'automatisation des tâches administratives, l'optimisation du en temps réel, l'automatisation de création de dossiers d'ouvrages exécutés, et enfin, quelques exemples sur le transparent suivant d'utilisation de l'IA tel que c'est actuellement déjà réalisé, c'est-à-dire la conception générative, plutôt en architecture, la sécurité sur le chantier. Donc là, par exemple, avec la détection d'images, en voyant qu'il y a un bloc au-dessus d'ouvriers qui peuvent potentiellement créer un danger. Des suivis de qualité avec une identification par vision aussi des différentes fissures qu'il peut y avoir au moment de la construction et puis une anticipation des besoins de maintenance également. Hop, et c'est tout. Merci Aurélie pour ces premiers éléments d'éclairage. On va laisser maintenant la main à Florent qui va nous présenter un état des lieux de la mise en œuvre du BIM et du jumeau numérique dans le domaine des ouvrages souterrains à travers plusieurs initiatives menées ces dernières années et dans lesquelles le CETU est impliqué. Florent, je te laisse la main. Merci. Alors, j'ai la main ou tu passes les diapos Alors, je vais passer les diapos parce que Alors, du allez. coup, ça me le Alors, propose. alors, je vais faire un petit peu d'histoire. Donc, voilà. En gros, le BIM au sein des infrastructures, ça a vraiment pris son essor lors du lancement du projet national de recherche MIND, MIND pour modélisation des informations interopérables pour des infrastructures durables. Donc, ça,
C'est un démarrage en 2014. L'objectif, c'était de couvrir l'ensemble des infrastructures, que ce soit routes, ponts, rails, etc. Et puis en 2017, il y a eu l'initiative, et c'était avec un financement Andra qui était associé, c'était de pouvoir traiter en fait des cas d'usage liés aux ouvrages souterrains, avec donc deux groupes de travail qui se sont créés pour le génie civil d'une part, et puis la partie géologie et environnement de l'ouvrage. À noter qu'en 2017, au niveau de l'Association internationale des tunnels et de l'espace souterrain, s'est créé le groupe de travail numéro 22 intitulé Information Modeling in Tunneling. En 2018, la saison 1 de Mine s'est arrêtée puisqu'elle avait une durée limitée et très très vite, la décision a été prise de poursuivre les travaux lors de la saison 2 à partir de 2019. En parallèle, comme le travail sur les cas d'usage avait permis de pouvoir travailler un petit peu sur le contenu des données, ce travail a pu être porté au niveau international au sein de Building Cert International, dont Aurélie vient de parler, en lançant le projet IFC Tunnel. Donc, IFC, ce sont les formats neutres qui ont été présentés, et là, ce serait spécifique aux ouvrages souterrains. En 2019, au même moment, ben voilà, l'AFTES se saisit du sujet et lance le GT45 sur les nouvelles technologies numériques en travaux souterrains. Et c'est à ce moment-là que le CETU voilà, est rentré a participé au WG22 avec d'autres entités françaises au sein de l'AITES. On voit aussi qu'au niveau européen, l'UITF, qui est une espèce de forum des associations nationales des travaux souterrains, euh, a voulu créer un Beam Steering Committee parce qu'ils ont identifié en fait deux sujets sur lesquels ils voulaient avoir des partages d'expérience. C'était d'une part voilà, les modélisations numériques et puis par ailleurs les aspects maintenance et durabilité des ouvrages. Donc là, les éléments, voilà, la technologie numérique étaient identifiés comme étant des éléments à mettre sous surveillance. La suivante, voilà. Donc en 2022, au niveau du WG22, j'ai pu en prendre le pilotage au moment où étaient publiés deux guides. Je les présenterai tout à l'heure. En 2023, c'est terminé la saison 2 de Mind. Et en 2024, l'AFTES a publié sa première recommandation du GT45 sur les principes généraux de l'utilisation du BIM en travaux souterrains. Et en 2024, c'était aussi la préfiguration de Mind 2050. Alors Mind va quitter le statut de projet de recherche et va devenir une association loi 1901 auquel donc effectivement on continue de participer. Et puis en 2025, donc cette année, ben, on a la publication de deux nouveaux guides du WG22 de l'AITES, dont je vous donnerai les tenants et aboutissants tout à l'heure. Et puis le GT45, après sa première publication sur les principes généraux, s'est très vite penché sur deux thématiques, le jumeau numérique d'une part, et puis l'intelligence artificielle, et en fait plutôt le machine learning qui est utilisé dans le cadre des travaux souterrains. Suivante. Alors le projet Mind, initialement, c'était 71 partenaires qui étaient vraiment de tous horizons. On retrouvait effectivement des maîtres d'ouvrage, des entreprises, des ingénieries, des universités. Voilà, donc là, je voulais passer très très vite sur cette diapo. Tout est disponible sur le site www.mind.fr, voilà, qui est cité un petit peu en haut. Les livrables sont évidemment maintenant dans le domaine public. Alors, au sein de l'AFTES, donc, voilà, je fais rapidement là-dessus. Donc, 2019, création du groupe de travail. 2024, une reco qui est publiée donc sur les principes généraux de l'utilisation du BIM. Une des spécificités des travaux souterrains, c'est que non seulement on doit gérer un ouvrage de génie civil, mais on doit également gérer l'environnement souterrain. Donc, ce que l'on ne connaît pas précisément, en tout cas, c'est donc tout ce qui est la géologie, l'hydrogéologie et la géotechnique environnementale. Voilà, 2025, donc on travaille sur ces deux sous-groupes. Voilà, tu peux enchaîner. Au niveau européen, suivante, voilà, on se réunit 5 fois par an et c'est vraiment un forum qui est très actif. Il y a beaucoup de participants à chaque fois et à noter que l'UITF va également s'élargir au niveau de la Grèce et donc les pays européens sont vraiment déjà lancés dans cette démarche d'utilisation des outils numériques et de vouloir partager les meilleures expériences. La suivante.
Au sein de l'Association internationale des tunnels, voilà, donc il y avait deux guides qui avaient été produits en 2022. Un qui était sur l'utilisation de la norme ISO 19650, qui est un petit peu la poutre maîtresse, hein, en termes de normalisation sur le BIM. Et puis un deuxième guide qui était sur l'utilisation du BIM pour les tunnels forêts aux tunneliers. Et en 2025, deux guides alors, il y en a un qui est déjà publié et l'autre va l'être dans les jours qui viennent. Un qui est pour avoir une approche BIM pour avoir une gestion durable de l'ouvrage. C'est BIM Approach for Sustainable Life Cycle Management. Et puis un deuxième qui est une extension du guide pour les ouvrages creusés ou tunneliers avec l'extension avec la méthode dite conventionnelle. Donc avec tir à l'explosif et excavation conventionnelle. Suivante. Au niveau de Building Smart International, donc je vous l'avais un petit peu annoncé dans le cadre de la frise chronologique. Le projet IFC Tunnel a été initié en 2019. Trois sous-groupes ont été créés, un qui était lié à la géotechnique, l'autre aux techniques d'excavation, et le dernier qui s'appelle Systems, qui correspond en fait aux équipements, donc éclairage, ventilation, détection d'incidents, détecteurs de pollution, etc. Donc il y a eu un rapport d'analyse des exigences. Et puis, il y a eu un gros travail qui a été fait pour ce qu'on appelle les property sets. Ce sont des propriétés qui sont attachées aux objets issus voilà, dans la famille tunnel. Et normalement, les IFC tunnels seront disponibles dans la version 4.4 des IFC. Donc, Aurélie nous disait que là, aujourd'hui, on en est à la 4.3. Donc, la 4.4 devrait être normalement devrait sortir en 2026. Et puis après, des éditeurs de logiciels, même s'il y a déjà des tests qui ont été faits avec plusieurs d'entre eux, voilà, pourront implémenter leur logiciel pour assurer la compatibilité en OpenBIM avec cette version des IFC. La suivante. Très rapidement, voilà, c'est pour montrer un petit peu qui a travaillé sur ce projet d'IFC Tunnel. Donc, on va trouver voilà, des maîtres d'ouvrage, des ingénieries. On va également trouver voilà, le Sécu, entre autres, hein, mais par le biais de Mind, et puis des universités de recherche, et notamment l'université de Munich, puisque le lead était confié au professeur Bormann et le lead technique. Et puis le lead opérationnel, c'était Michel Rive de chez Vianova, donc euh, une entreprise voilà, française qui travaille sur ces sujets. Voilà, et effectivement, tout ce qui a été fait dans le cadre de ce TFC Tunnel a été fait en lien avec l'Association internationale des tunnels, l'association aussi des géologues, et puis l'OGC, hein, qui est le pendant de Building Smart International pour la partie système d'information géographique. La suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grosses associations mondiales, donc Pierre, c'est l'Association mondiale de la route, et cette association, ben voilà, sur son cycle de travail 2024-2027, eh ben, s'intéresse à ce qu'ils appellent la digitalisation, donc ça va être la numérisation de la gestion et de la conception des tunnels routiers. Et donc, un groupe de travail numéro 3 voilà, est chargé d'étudier les apports des innovations numériques à la conception, la gestion et l'exploitation des tunnels, avec les bénéfices nouveaux envisagés. Et là, c'est vraiment le jumeau numérique, hein, qui est derrière, effectivement, cet aspect exploitation des tunnels routiers. La suivante. Donc voilà un petit peu un panorama des documents produits dans le cadre des associations internationales, hein, que ce soit l'AITES à gauche, les deux nouveaux guides, donc ils ne sont pas encore formatés, voilà, mais les versions étaient finalisées en 2024 et 2025 au niveau de l'AITES. En haut à droite, eh bien, le rapport des exigences pour Business International, et puis la recommandation de l'AFTES en bas à droite, et puis bien sûr toujours le site mind.fr. La suivante. Alors, au niveau du CETU, on travaille effectivement en BIM. En tout cas, on essaye de développer et de pousser un petit peu le BIM dans ces derniers retranchements, sachant qu'un des challenges, c'est de mixer l'ouvrage que l'on conçoit et la géologie environnante et le reporting aussi de la géologie qui est rencontrée au fur et à mesure de l'excavation. Et puis, sans les ouvrages exploités, c'est aussi modéliser l'ensemble des équipements pour pouvoir le coupler aussi avec des inspections détaillées des équipements.
Et puis pour conclure, ben, aujourd'hui, on a conventionné avec la Société du tunnel du Fréjus, l'objectif étant de faire un jumeau numérique du tunnel routier du Fréjus avec le tube historique de 1980 et le nouveau tube de 2025. Et avec un petit peu de chance, là, on est en cours de recrutement d'un thésard. On pourrait aussi mener ce travail-là en apportant des aspects plus académiques dans le cadre d'un travail de thèse qui serait encadré par Aurélie Talon, ici présente. Voilà, je crois que j'ai terminé pour ce qui me concerne. Merci. Merci Florent. Je passe à présent la parole à Maud et Mathéo qui vont nous présenter le développement du jumeau numérique de la route au sein de Colas, donc le projet Twin. Donc Maud, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc déjà pour expliquer un petit peu le contexte, si voilà. Nous on a commencé l'aventure sur Twin en 2017 et notre constat c'est qu'on utilisait des maquettes pour nos projets. Donc on a le monde du BIM, comme on peut le voir, qui permet de gérer l'information à l'échelle du projet pendant toutes les phases et le cycle de vie du projet. Et puis de l'autre côté, on a le monde du SIG, du système d'information géographique, qui permet de gérer de la donnée à l'échelle des territoires. Seulement, ces deux mondes ne convergent pas et ne communiquent pas, notamment d'un point de vue interopérabilité. Donc nous, notre objectif, c'était de faire converger ces deux mondes. Donc, slide suivante, on a travaillé pour développer notre propre jumeau numérique qui s'appelle Twin. Faut l'imaginer un petit peu comme un Google Maps, mais dédié au métier de la construction et notamment de la route. Donc, Twin, c'est quoi? C'est une plateforme cartographique des territoires, des infrastructures, qui va permettre à tous les collaborateurs d'avoir un accès à toutes les données de notre entreprise, mais également à de l'open data et des services intégrés. Donc l'objectif, il est triple, avoir une bonne connaissance de notre patrimoine existant, améliorer l'efficience opérationnelle, notamment au niveau de nos projets, et puis répondre aux enjeux environnementaux. Donc Twin est composé de 3 briques essentielles, une technologie de convergence à la fois BIM et SIG, des données internes mais également externes, et des services intégrés. Donc, slide suivante, je vais vous montrer en image et puis Mathéo rentrera plus en profondeur sur la démonstration. Donc, Twin, c'est vraiment ce jumeau numérique des territoires qui nous permet de voir l'échelle du projet, mais également de dézoomer à l'échelle du territoire. Donc, sur Twin, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les données de nos activités, que ce soit les sites, les agences, on va retrouver les chantiers, on va retrouver également les équipements, nos engins, les carrières. Donc, ça permet d'avoir donc toute cette connaissance de notre patrimoine de données internes chez Colas. Donc, on va retrouver les données et on va pouvoir ouvrir tout type de documents, que ce soit du PDF avec des rapports de sol ou des mémoires techniques. On va pouvoir ouvrir du CAD, du DWG, puis aussi des maquettes numériques. Et l'idée, c'est de croiser tout ça avec de l'open data, comme des données de couches sur les sols, les risques naturels. On va retrouver tout ce qui est également PLU, cadastre, foncier, les réseaux des concessionnaires. Donc en fait, on a vraiment ciblé toutes les données qui ont un intérêt pour nous en tant que constructeurs d'infrastructures. Et donc Twin, c'est cette brique techno dont je vous parlais, à la fois BIM et SIG, dans laquelle on peut aussi avoir un Street View intégré. Et l'idée, c'est de croiser toutes ces données pour répondre à des enjeux, comme par exemple la maintenance prédictive des routes chez Colas. Donc Mathéo vous montrera un plus en démo. Les passerelles avec les outils de calcul d'îlots de chaleur urbain, ou encore travailler sur les notions d'économie circulaire, avec la visualisation des sites vertueux et des calculs intégrés d'optimisation des parcours de nos camions. Voilà ce qu'est Twin. Donc, je propose peut-être que Mathéo passe en live en mode démo. Merci Maud. Alors, je vais reprendre la main sur le partage. Merci. Écran partagé. Et normalement, vous voyez mon écran. Euh, donc sur Twin, je vais vous le présenter un peu comment nous, on va l'utiliser chez Colas vis-à-vis d'un projet. Imaginons qu'on a un projet, un appel d'offres qui est lancé dans une métropole, à Chartres par exemple. On va pouvoir, dans un premier temps, accéder à de l'open data pour contextualiser ce futur projet. Se dire,
mon projet, il est ici. Est-ce que j'ai de la donnée à proximité? Est-ce que j'ai de la donnée environnementale? On va pouvoir voir les risques naturels, on va pouvoir voir les couches géologiques, les risques géologiques, on va pouvoir voir les différents types de zones naturelles, on va pouvoir accéder à de l'open data énergétique, donc afficher les réseaux, que ce soit les réseaux électriques, les réseaux gaz, qui viennent s'afficher directement sur la carte. On va pouvoir afficher également des données sur le transport, sur l'urbanisme, des données d'hydrographie. On a accès à un outil de parcelle qui permet d'afficher les parcelles sur la carte qui deviennent cliquables et où ensuite je peux venir accéder à une fiche détaillée avec le détail de la surface, des propriétaires. Je vais pouvoir retrouver des informations environnementales et foncières sur la parcelle en question. On va également retrouver des informations sur les sondages du BRGM. On peut afficher ici, hop, sondage. Et là, je retrouve des points qui s'affichent sur la carte et qui s'affichent également à gauche, sur lesquels je peux cliquer et avec le lien vers le site du BRGM que je peux ouvrir sur l'application et toutes les informations associées. Une fois qu'on a affiché les informations de contextualisation, on va pouvoir se dire, voilà, notre réponse, elle est assez étayée. On peut maintenant commencer à réfléchir en termes de fournisseurs. Je vais afficher les fournisseurs que je vais pouvoir filtrer directement sur l'outil. J'ai besoin, imaginons, d'un chariot élévateur. Je peux chercher ici l'Oxam et afficher tous les fournisseurs l'Oxam à proximité. Je vois que j'en ai deux qui sont proposés. Pour trouver l'itinéraire le plus court, je peux soit calculer des itinéraires, soit directement calculer une isochrone. C'est-à-dire, je positionne un point qui est le point de départ. Je demande un calcul d'itinéraire en 15 minutes, en voiture ou en camion, calcul d'itinéraire, et je vois où est-ce que je peux me rendre en 15 minutes. Je vois que là, ce n'est pas forcément assez, je peux passer à 20 minutes, calcul d'itinéraire, et on m'affiche la courbe isochrone, tous les endroits où je peux me rendre dans la durée impartie. Je peux également faire le même travail avec des courbes isodistance. On peut tout autant calculer des itinéraires. Si mon chantier est ici et que je veux me rendre à une unité de production, affichons-les. Hop, je fais ça. Hop, les unités de production. Voilà, j'en ai une juste ici. Je vais aller me fournir en enrobé. Mon chantier, il est ici. Hop, itinéraire. Je pars de là pour aller ici. Calcul d'itinéraire. On me propose un premier itinéraire qui est un itinéraire voiture. Mais si je conduis un camion de 44 tonnes, 12 mètres de long et qui contient des matières dangereuses, l'itinéraire il risque d'être différent. Et du coup, on peut proposer des itinéraires alternatifs qui évitent de faire passer par des zones à risque, comme des ponts, des tunnels ou des métropoles. Une fois qu'on a calculé notre itinéraire, on sait à peu près comment le trajet va être fait du chantier jusqu'à l'unité de production. On va pouvoir se fournir en produits. On peut afficher donc les chantiers qui s'affichent sur la carte et les filtrer selon les produits. Une fois que les chantiers ont été réalisés, se dire j'ai envie de voir s'il n'y a pas d'autres chantiers qui ont été faits avec les mêmes produits que je vais mettre en œuvre. Et dans ce cas-là, on a un filtre ici de produits qui permet de rechercher sur uniquement les projets qui ont le même produit que celui qui m'intéresse. C'est un objectif un peu recherche et développement, mais également pour nos conducteurs de travaux, venir contacter d'autres conducteurs de travaux qui ont pu mettre en œuvre le même type d'enrobé ou le même type de produit. Une fois qu'on a fini le chantier il est terminé, on peut déposer sur la plateforme, comme Maud l'a dit, différents documents. Ça peut être, si je prends l'exemple de ce chantier-là, des documents PDF. Hein, on en a plusieurs, des mémoires techniques, des DICT, les réseaux. Ça peut être des plans, comme ici un plan topo. J'ai juste à cliquer et il vient s'ouvrir sur la plateforme. Je peux ensuite réaliser des mesures, réaliser des coupes, interroger les éléments. Je peux ouvrir des images et je peux ouvrir des modèles BIM, comme celui-ci, là, qui est le parking d'un Leclerc qu'on avait fait dans le sud de la France. Et on a les informations. Là aussi, on va pouvoir
interroger les éléments, on va pouvoir accéder à l'arborescence, on va pouvoir réaliser des coupes directement sur le viewer qui s'affiche sur la carte. Après que le chantier soit fini, on peut avoir des demandes de délai qui sont faites par nos clients. On peut avoir le client qui nous appelle. On peut avoir, par exemple, un enrobé qui ne tient pas forcément. Donc, on va soumettre une demande de délai. Pour se justifier de ces demandes-là, on peut passer par l'outil météo qui est disponible ici, où je positionne un point sur la carte ou bien je tape une adresse directement. Je sélectionne une période, un système d'unité et j'affiche les résultats. Donc, je vais retrouver tous les résultats météo sur la durée impartie, le détail jour par jour et même heure par heure que je peux exporter et transmettre donc à mon client. Pour finir, on a également des données de relevé de route pour voir la maintenance, comment la tenue de la route se fait dans le temps. On va pouvoir afficher ici, relevé de route. Et si j'en prends un par ici, là, je vais retrouver celui-là. Je peux afficher le tracé du relevé de route. Et donc, j'ai les résultats. On sait, en fonction du code couleur, si la route est dans un état où elle a besoin de réhabilitation ou si elle est dans un plutôt bon état d'entretien. Et on peut se balader sur la carte pour voir les zones concernées. Voilà un peu pour la présentation de Twin de manière globale, les informations, les différents services qu'on va pouvoir retrouver sur la plateforme. On peut également intégrer de la donnée à l'international. Les activités de Colas, ce ne sont pas uniquement des activités en France métropolitaine. On va retrouver de la donnée sur le Canada, le Québec, de la donnée en Belgique. On a de la donnée à La Réunion, également dans les DOM-TOM, qu'on peut intégrer assez facilement. Merci Mathéo. Ça permet de voir les possibilités. Merci Mathéo. Alors je repartage à nouveau mon écran. Donc merci Mathéo et puis Maud pour ces présentations, ces démonstrations. Pour approfondir un peu plus le sujet, j'aurais quelques questions à vous poser, notamment, si ça veut bien passer à la slide suivante, voilà. Quels sont les bénéfices retirés du Twin? Alors, comme on a pu le voir, c'est vraiment avoir cette cartographique commune pour l'ensemble des collaborateurs, donc un accès unique à la donnée qui permet finalement de déciloter la donnée, d'avoir une meilleure connaissance de notre territoire, nos chantiers et notre patrimoine. Pour les collaborateurs, ça va leur permettre de mieux contextualiser le projet dans l'environnement, réduire les risques tant en phase d'appel d'offres que pendant l'exécution. Et donc finalement, c'est un levier très opérationnel pour pouvoir optimiser nos chantiers. Et puis aussi, un outil quand même assez différenciant puisque ça nous permet également de mieux communiquer à la fois avec nos clients et nos partenaires. Très bien. Et quels ont été vos défis en phase de conception, d'exploitation? Alors, le défi a été double. Alors déjà, le défi technologique, comme je l'ai présenté, il y avait vraiment ce côté très déciloté entre les technologies du BIM et du SIG. Donc nous, on voulait non seulement créer une technologie qui fasse la convergence, mais une technologie très simple d'utilisation pour les gens qui ne sont pas du tout experts et réussir à faire un outil commun à tous les métiers du groupe. Donc que ce soit les terrains, les opérationnels, les bureaux d'études ou les services supports comme les achats. Et le deuxième défi, ça a été celui de la donnée. Il a fallu capitaliser la donnée, la structurer, la ranger, la fiabiliser et puis également créer de la cohérence entre tous nos systèmes de données et acculturer les gens sur la valeur de la donnée et le fait de la sauvegarder au quotidien. Et du coup, par rapport à ces défis, quelles sont les bonnes pratiques, les conseils à adopter? Alors, dans les bonnes pratiques, je dirais, il y en a trois. Tout d'abord, c'est d'impliquer justement les métiers dès le début, parce que ce sont les opérationnels et les métiers qui vont permettre d'identifier les cas d'usage et les cas d'usage les plus pertinents. Ce sont eux qui vont vouloir inspirer finalement les évolutions de l'interface, qui vont devenir les ambassadeurs et puis les utilisateurs finaux. Donc, il faut vraiment les embarquer dès le début. Le deuxième, c'est sensibiliser et acculturer. Comme je le disais, la donnée, peu de personnes ont conscience de la valeur de la donnée. Donc finalement, nous, notre slogan interne, c'est de dire, perdez une minute quelque part à déposer votre donnée sur Twin pour gagner une heure demain.
quand vous allez rechercher votre donnée. Et puis, troisième enjeu, ça va être de penser large dès le début. Donc, c'est pas construire une plateforme pour répondre à un cas d'usage, mais c'est construire finalement le plus petit dénominateur commun en se disant, je vais construire une techno qui va permettre de répondre à tous les cas d'usage. Donc, c'est vraiment cette construction du plus petit dénominateur commun. Très bien, merci. Et pour parler un peu plus globalement aussi, donc on voit que les initiatives autour du jumeau numérique sont en plein essor. Donc Colas a développé son jumeau numérique, d'autres structures ont développé leur jumeau numérique. Donc je souhaitais aussi avoir vos avis, vos points de vue plus globalement, en vous posant une question supplémentaire, Florent, Maude, quel est votre point de vue sur le jumeau numérique dans les travaux publics? Donc Maude, si tu veux, je peux te laisser la main et ensuite, Oui. Florent, tu pourras reprendre. Alors là, je vais prendre ma casquette parce que je m'occupe également du BIM à la FNTP et je suis présidente de la MISMART. Donc là, je vais prendre cette casquette-là parce que c'est un vrai sujet pour nous et un vrai enjeu. On souhaite vraiment développer un jumeau numérique route et canalisation parce que c'est évident, on a besoin d'une cartographie pour l'ensemble des acteurs, pour pouvoir partager les données, pour pouvoir finalement avoir des données et de données open data structurées, que ce soit le cadastre, le foncier, le PLU ou autre. L'idée, c'est aussi un jumeau numérique infrastructure, c'est pouvoir visualiser l'ensemble des DOE, des DO, des infrastructures telles que construites, que ce soit les routes ou les canalisations. C'est aussi identifier les impacts climatiques face à nos projets et comment quelque part adapter nos projets infra et comment protéger également les populations face au changement climatique. C'est aussi anticiper les phasages de travaux et notamment la coordination à l'échelle d'un territoire. Pour donner un exemple, quand on vient faire une route, parfois 2 mois après, il y a un bâtiment et on est obligé de revenir 3 mois après pour refaire la même route. Donc l'idée, c'est de coordonner aussi les projets à l'échelle d'un territoire. Et puis, comme l'a pu montrer Mathéo, le jumeau numérique territorial, c'est un superbe outil pour faire de la maintenance prédictive. Et on est convaincu que pour les routes et les canalisations, ça va être un bel enjeu. Florent, si tu souhaites compléter, alors ton micro est coupé. Oui, je commençais à parler dans le vide. Oui, je vois effectivement, enfin, les tunnels ne sont qu'un cas particulier hein, d'infrastructure et on va rejoindre en fait, effectivement ces enjeux de gestion de patrimoine avec notamment voilà, digitaliser le patrimoine construit naturel et puis optimiser les ressources d'exploitation. Un des enjeux aussi d'utilisation de ces outils numériques, c'est de pouvoir réduire l'empreinte environnementale des projets et puis aussi de l'exploitation des tunnels avec des choix qui peuvent être faits relativement en amont et mener effectivement des études, des analyses d'impact environnemental sur soit des projets, soit sur des choix pour l'exploitation. L'idée aussi, c'est de convaincre parce que maintenant ces outils deviennent complètement opérationnels, on l'a vu avec Twin, c'est de aussi convaincre les maîtres d'ouvrage qui sont un petit peu, je vais être un petit peu dur, mais un petit peu le maillon faible dans la chaîne de la digitalisation, parce que autant les bureaux d'études et les entreprises ont pris le pas, voilà, certains maîtres d'ouvrage, voilà, une petite commune, c'est peut-être un peu difficile de pouvoir l'emmener là-dedans, mais en tout cas, voilà, il faut qu'il y ait cette tendance qui est inéluctable hein, maintenant pour pouvoir héberger et gérer ces données sous format numérique. Et ça vaut également après pour l'ouvrage exploitant avec le jumeau numérique. Et un des enjeux, voilà, ce sera de partager les usages, de les fédérer. Et puis, je voulais souligner une initiative qui a été prise par Nicolas Delrieux pour créer une espèce de data dictionary, donc un dictionnaire des données pour les infrastructures. Hein. Donc, c'est sous la houlette de Building Smart France. Enfin, Maud, tu pourras compléter. Voilà. L'objectif, c'est de ne pas laisser les gens livrer eux-mêmes et qu'il y ait une espèce un petit peu voilà, de mise en commun avec ce dictionnaire de données des choses qui existent pour ne pas réinventer la roue et partager partager les objets et les données qui doivent y être attachées. Je ne sais pas si tu veux compléter, Maud, sur ce sujet. Non, c'est très bien synthétisé. Merci beaucoup, Florent. Très bien, merci. Et peut-être une deuxième question, enfin, deuxième et dernière question. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle couplée au jumeau numérique.
Et donc la question que je souhaitais vous poser, c'est selon vous, quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur le jumeau numérique et les solutions envisagées en conséquence? Alors Maud, tu peux peut-être, si tu veux, commencer. Merci. Alors moi, je le vois à trois niveaux. Tout d'abord, bah, pour l'analyse de données. Donc ça, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Effectivement, l'IA est capable de, à partir finalement d'une vidéo, de détecter les états de dégradation, enfin de reconnaître les typologies d'états de dégradation. Donc voilà, l'IA va permettre de valoriser les données. Deuxièmement, bah, dans notre quotidien, on utilise tous maintenant l'IA et l'IA est de plus en plus intégrée à nos outils. Donc, associé dans un jumeau numérique, moi je l'imagine très bien dans un prompt pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur et actionner naturellement les jeux de filtres qu'on pourrait faire sur une plateforme cartographique. Et troisièmement, je pense que l'IA va permettre d'améliorer le requêtage des données. Alors pour m'expliquer, je pense que l'IA va permettre d'aller trouver des informations dans des conteneurs de données différents, que ça soit une information dans un modèle BIM ou dans un mémoire technique PDF ou dans un plan AutoCAD ou dans une couche SIG. Donc ça, voilà, pour moi l'IA enfin, ça n'est pas qu'un phénomène de mode, ça va être vraiment un outil d'accélération, de requêtage et de valorisation de la donnée liée à un jumeau numérique territorial. Florent, si tu souhaites compléter les propos de Maud. Oui, ben, moi, pour moi, l'IA couplée à un modèle numérique, ça va être aussi une aide à la décision, ou en tout cas, ça va permettre de préanalyser un certain nombre de données qui peuvent être assez complexes et assez foisonnantes pour pouvoir effectivement faire une préanalyse. Ça, c'est le principe. Mais la décision ne doit pas revenir à l'IA au final, c'est bien l'humain qui décide. Dans le domaine des travaux souterrains, là, on présente pour le prochain Congrès mondial des tunnels un article au titre du GT45 de l'AFTES. Alors, c'est une branche de l'IA, hein, c'est du machine learning, et aujourd'hui, le machine learning est utilisé par des grandes entreprises ou par des bureaux d'études, par exemple, pour détecter le colmatage d'un tunnelier. Donc, c'est un ensemble un tunnelier, c'est une machine très complexe qui a beaucoup de paramètres de pilotage. Et l'idée, c'est de traiter ces paramètres pour pouvoir effectivement détecter un début de colmatage du tunnelier. Ça peut être aussi utilisé pour prévoir les tassements à l'avancement et puis aussi optimiser la vitesse d'avancement d'un tunnelier et aussi d'avoir un œil sur des paramètres de l'interface entre la machine et le terrain pour pouvoir anticiper des choses comme l'usure des molettes en termes de maintenance de l'outil de creusement. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment opérationnel sur chantier. Alors, après, à terme, ce serait, voilà, c'est qu'une fois que l'ouvrage est construit et exploité, ben, c'est d'avoir effectivement un jumeau numérique qui serait, voilà, entre guillemets, sous surveillance ou sous pilotage d'intelligence artificielle pour pouvoir anticiper des opérations de maintenance ou d'exploitation. Alors, voilà, et puis effectivement, utiliser l'intelligence artificielle pour les inspections, que ce soit du génie civil et des équipements. Bon, c'est pas encore tout à fait au point et opérationnel aujourd'hui, mais de toute façon, on y va. Très bien, merci beaucoup Florent et Maud pour ces compléments.